Donc nous aurons cet après-midi 4 communications avec une petite pause entre les deux. Donc nous allons commencer par la communication de Steven Kozman de l'Université de Leuven, qui travaille, je crois, sur le même projet que le dernier orateur de la matinée, et qui va nous parler, alors je retrouve le papier, qui travaille donc sur ces manuels d'étudiants, sur ces notes d'étudiants en histoire de la logique au XVIIe, XVIIIe siècle. Non, je lis bêtement XVIIe et XVIIe siècle. XVIIe et XVIIIe. D'accord, c'était juste un typo. Donc à l'université de Louvain. Ouais. Et donc le titre de sa communication, c'est les manuels de logique et le cartésianisme au XVIIe siècle, les manuels français aux Pays-Bas. Voilà, exactement, merci. Merci beaucoup. L'histoire d'une discipline est toujours étroitement liée à l'histoire de l'enseignement de cette discipline et aux manuels qui y sont utilisés. Je vais vous présenter un bref aperçu à propos des manuels de logique qui ont été utilisés à l'Université de Louvain au XVIIe siècle et de la façon dont ils ont donné forme à l'enseignement de la logique. D'abord, je commencerai par une brève introduction au cadre institutionnel de l'enseignement de logique à l'Université de Louvain pour notre période. Ensuite, nous examinerons les manuels les plus influents de 3 traditions européennes, à savoir la tradition espagnole, la tradition française et la tradition locale des Pays-Bas. Pour chacune de ces traditions, j'essaierai de décrire comment elle a été décisive pour la forme que la logique louvaniste adopterait. Les étudiants inscrits à l'Université de Louvain suivaient d'abord un cours à la Faculté des Arts, comme dans la plupart des universités de l'époque moderne. Après un cours de 2 ans dans les arts, ils accédaient ensuite à l'une des 4 facultés supérieures, à savoir le droit civil, le droit ecclésiastique, la médecine ou la théologie. La première année de ce cours de 2 ans était largement consacrée à la logique, la deuxième année à la physique. En plus de la logique et de la physique, il était également donné des cours plus limités en rhétorique, en éthique et en métaphysique. Ce programme a été déjà plus ou moins fixé depuis la fondation de l'université en 1425. Et officiellement, le programme de la première année, c'est-à-dire le programme de logique, consistait désormais en commentaires sur l'organon d'Aristote. Il faut comprendre que les professeurs de la faculté des arts étaient souvent très jeunes. Dans la plupart des cas, ils avaient été les meilleurs étudiants de leur groupe d'âge et ils commençaient à enseigner immédiatement après l'obtention de leur diplôme de maître ès arts. Cela signifie qu'ils étaient, pour la plupart, encore étudiants dans les facultés de droit civil, de droit ecclésiastique, de médecine ou de théologie, lorsqu'ils commençaient à enseigner dans les arts. Il ne nous étonnera pas que nombre de ces professeurs ne basaient pas toujours leurs leçons sur leur propre lecture directe d'Aristote, mais plutôt sur des traditions contemporaines de commentaires et de préférences sur des manuels faciles et accessibles. Pour les XVIIe et XVIIIe siècles, les manuels se présentent comme des traités thématiques plutôt que comme des commentaires directs sur le texte d'Aristote. Ces outils permettent aux professeurs de structurer leurs textes dans un temps relativement court, tout en ayant le temps de se consacrer à leurs propres études supérieures. Le programme de la logique au XVIIe siècle, à Louvain, prenait généralement la forme suivante. La cour était divisée en un cours majeur et un cours mineur, qui étaient enseignés par de différents professeurs. Le cours majeur portait généralement, avec quelques brèves traités d'introduction, sur le contenu de l'Isagoge de Porphyre et sur les catégories et les premiers analytiques d'Aristote. Le cours mineur commençait souvent avec quelques introductions sur la théorie sémiotique et les termes, avant de continuer avec de l'interprétation. Si les topiques, les réfutations sophistiques ou les séquences analytiques étaient traités, c'était souvent dans le cours mineur, bien qu'un bref chapitre sur les topiques dans le cours majeur ne soit pas exceptionnel. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les références aux textes aristotéliciens eux-mêmes étaient peu nombreuses, même si les chapitres des leçons se disaient encore, par exemple, « in libros priores » ou « in Aristotelis predicamenta ». Il faut plutôt imaginer un traitement général de matières thématiquement pertinentes pour ces textes aristotéliciens. Par exemple, le chapitre sur les premiers analytiques contiendra toujours un traitement des formes syllogistiques, de la conversion en termes, etc., mais la référence à Aristote ne va pas au-delà.
Pour savoir quels manuels ont été consultés dans la pratique par ces professeurs, nous utilisons deux sources principales. La première source est un inventaire manuscrit du XVIIIe siècle des bibliothèques des 4 écoles ou pédagogies qui formaient ensemble la faculté des arts, c'est-à-dire le Lys, le Faucon, le Port et le Château. Bien sûr, cet inventaire ne nous dit pas tout. Il n'a été fait qu'une seule fois, en 1754, et il n'y a généralement aucune information sur le moment auquel les manuels sont entrés dans la collection. La situation se complique également en raison du fait que les étudiants de dernière année ont parfois donné des livres à leur pédagogie lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme. Et cela signifie que, comme c'est souvent le cas avec les livres donnés, l'apparition d'un livre dans l'inventaire ne signifie pas nécessairement qu'il ait été réellement utilisé. Il faut en plus tenir compte de la possibilité que les professeurs utilisent des livres de leur propre collection privée, et ces livres n'apparaîtraient pas, bien sûr, dans l'inventaire. En outre, comme nous avons déjà vu ce matin, de tels inventaires ne sont pas toujours de très haute qualité. Notre deuxième source principale pour l'identification des manuels est la collection manuscrite de notre cours d'étudiants. Pour cette période, nous avons plus d'une centaine de cahiers d'étudiants concernant la logique. Il n'est pas tout à fait certain que ce soit vraiment des transcriptions des leçons, mais à toutes fins utiles, ces manuels peuvent être traités comme tels. S'ils ne sont pas de vraies transcriptions des leçons, ils prétendent au moins être une représentation fidèle de telles transcriptions. Ils nous donnent une vision claire de ce qui a été enseigné dans la pratique dans ces leçons de logique. Notre méthodologie est donc la suivante. À partir des manuels de logique qui apparaissent dans l'inventaire, nous vérifions quels manuels contiennent des ressemblances structurelles ou doctrinales avec le matériel contenu dans les notes des étudiants. Cela devrait au moins nous donner un aperçu provisoire des types de manuels qui ont été utilisés. Pour l'exposé de ce jour, j'ai divisé les manuels en 3 grands groupes, et ceci à base d'un critère géographique. Nous examinerons les traditions d'Espagne, de France et des Pays-Bas respectivement. Pour cette présentation, nous emploierons des exemples représentatifs pour chacune de ces traditions. Pour la tradition espagnole, je parlerai principalement des disputations métaphysiques de Francisco Suárez. Pour la tradition française, j'ai choisi 3 exemples. La Summa Philosophiae Quadripartita d'Eustache de Saint-Paul, les logiques de Port-Royal d'Antoine Arnaud et de Pierre Nicole, et le cours entier de philosophie de Pierre-Sylvain Régy. Pour les Pays-Bas, j'ai sélectionné l'Integer Cursus Philosophicus de Guillaume van Zichen. J'illustrerai chacun de ces exemples avec un cas spécifique, c'est-à-dire la question de modalité et sa relation à la doctrine de quantité, en particulier comment la quantité diffère de la substance et comment cette question affecte le sacrement de l'Eucharistie, qui est presque universellement utilisé comme exemple par nos auteurs et par les professeurs de Louvain. L'un des philosophes les plus importants de la scolastique espagnole tardive est sans doute Francisco Suárez. Ses disputations métaphysiques ont connu de nombreuses réimpressions et ont été influentes à travers le monde occidental, y compris à l'Université de Louvain. Sur les 4 pédagogies qui composaient la faculté des arts à Louvain, 3 avaient une copie de Suárez dans leur bibliothèque, et le Port en avait même 2, ce qui est remarquable étant donné l'énorme volume de l'œuvre. Ainsi, l'inventaire de la pédagogie du Lys indique que leur copie était composée de 11 bandes in folio. Et pourtant, nous pouvons nous demander qu'est-ce que ce manuel a à voir avec l'enseignement de la logique. Les disputations métaphysiques sont, comme le titre l'indique, pour la plupart une œuvre sur la métaphysique, dont l'importance pour la logique est relativement faible. Néanmoins, plusieurs disputations contiennent quand même des matières qui, dans le programme du XVIIe siècle, sont traitées en logique, en particulier dans les catégories. Par exemple, les disputations 32 et 38 traitant toutes deux de la distinction entre substances et accidents, la disputation 39 de la division des accidents en 9 catégories, à peu près chaque disputation entre 40 et 54 traitant chacune de divers aspects des catégories accidentelles, etc. Compte tenu de l'importance relative des catégories dans l'enseignement de logique à Louvain, ces disputations ont certainement été importantes pour nos professeurs locaux. Un exemple suffira à illustrer ce point. Dans sa 7e disputation, Suárez traite de la théorie des distinctions. Il divise la distinction en une distinction réelle, une distinction rationnelle et une distinction modale.
bien qu'il préfère le terme distinctio ex natura rei à distinctio modalis. Les distinctions réelles sont les distinctions entre deux êtres qui peuvent exister séparément l'un de l'autre, tandis que les distinctions rationnelles sont les distinctions pour un même être considérées sous différents aspects, comme par exemple la distinction réelle entre Paul et Pierre et la distinction rationnelle entre Paul en tant qu'homme, et Paul en tant que professeur. La distinction modale se situe plus ou moins entre la distinction réelle et la distinction rationnelle. La distinction modale est la distinction entre un être et son mode. Un mode étant la manière dont un être est dans un autre être. Par exemple, l'inhérence de la blancheur dans le mur est modalement distincte de la blancheur d'un côté et du mur de l'autre côté. Je cite ici le chapitre 17 de la 7e disputation. Je suppose que, dans les choses créées, il se trouve, à part leurs entités substantielles ou radicales, pour ainsi dire, quelques modes réels, qui sont quelque chose de positif et qui affectent les entités par eux-mêmes, en leur donnant quelque chose qui ne fait pas partie de leur essence totale, comme leur individualité ou leur existence dans la nature des choses. Ceci est clair par induction, car, par exemple, dans la quantité qui est dans la substance, deux choses peuvent être considérées. L'une est l'entité de la quantité même, l'autre, l'uni ou l'inhérence actuelle de cette même quantité avec la substance. La première chose, nous la nommons simplement la chose de la quantité, rem quantitatis, y compris tout ce qui est essentiel à la quantité individuelle et existante dans la nature des choses, qui reste et est conservé même si la quantité est séparée de son sujet. L'autre, c'est-à-dire l'inhérence, nous l'appelons le mode de la quantité. L'inhérence de la quantité est appelée son mode, car celui-ci est quelque chose qui l'affecte et qui est comme un ultime déterminant de son statut et sa raison d'existence, mais qui n'y ajoute point d'entité nouvelle, mais modifie seulement la préexistante. Ce chapitre est, du moins pour la tradition scolastique moderne, presque le seul traitement plus ou moins complet de la modalité. Certains traitements antérieurs peuvent être présents dans d'autres manuels espagnols, par exemple dans Fonseca, mais ils trouvent généralement leur synthèse dans le traitement de Suarez. Une vingtaine d'années après la publication des Disputations métaphysiques en 1599, la modalité en tant que doctrine commence à apparaître dans les cahiers d'étudiants, en général dans les chapitres sur les distinctions. Au cours des décennies suivantes, elle est transformée en une doctrine qui, dans les années 1650, considère les modes comme une sous-catégorie des accidents. Cela permet aux professeurs de faire une distinction entre les modes dits purs et les autres accidents. Les modes purs ne peuvent jamais être séparés de leur sujet, tandis que d'autres accidents peuvent, quant à eux, bien être séparés surnaturellement, par un acte de Dieu spécifique, par exemple, dans le sacrement de l'Eucharistie. Ce développement est déjà un peu éloigné du traitement par Suarez. Quand même, il n'y a pas d'autres sources, certainement pas dans les bibliothèques de pédagogie ou avant les premières mentions dans les cahiers d'étudiants en 1621, qui établissent un traitement semblable de la modalité. De plus, presque chaque mention de modalité dans les cahiers d'étudiants apparaît dans le contexte d'un chapitre sur les distinctions, un sujet qui ne faisait pas traditionnellement partie de l'organon, mais qui était en général traité au début du cours avec d'autres petits traités d'introduction. Tout cela doit nous amener à croire que les professeurs étaient au moins influencés par Suarez et que dans certains cas, ils avaient probablement eux-mêmes lu Suarez. Pour la tradition française, nous examinerons un important manuel scolastique ainsi que deux manuels cartésiens. Commençons par la Summa Philosophiae Quadripartita d'Eustache de Saint-Paul. Les cartésiens parmi vous se souviendront de cet ouvrage des lettres de Descartes à Mersenne du 30 septembre et du 11 novembre 1640, dont la première dit qu'il allait acheter le livre et le deuxième qu'il avait en fait acheté. Je cite la deuxième. Pour la philosophie de l'école, je ne la tiens nullement difficile à refuter à cause des diversités de leurs opinions, car on peut aisément renverser tous les fondements desquels ils sont d'accord entre eux et cela fait, toutes leurs disputes particulières paraissent ineptes. J'ai acheté la philosophie du frère Eustachius à Sancto Paulo, qui me semble le meilleur livre qui ait jamais été fait en cette matière. Je serais bien aisé de savoir si l'auteur vit encore. Ce manuel n'apparaît qu'une fois dans l'inventaire des bibliothèques, dans la pédagogie d'Ulysse, et en soi, il ne semble pas trop intéressant pour notre histoire.
La principale raison pour laquelle je l'ai cependant incluse concerne ses mérites en tant que manuel scolastique typique, reconnu comme tel par nul autre que Descartes lui-même, et en raison de ses nouveautés structurelles. C'est en fait l'un des premiers manuels scolastiques, du moins le premier que moi j'ai trouvé, et d'éminents érudits comme Roger Ariou n'en ont pas trouvé d'autres à ce jour, qui, plutôt que d'utiliser la structure scolastique traditionnelle des livres de l'Organon, structure sa logique selon les opérations de l'esprit. Cependant, la différence avec une structure aristotélicienne traditionnelle est plus limitée qu'il n'y paraît. La première opération de l'esprit est le concept, ou dans les manuels cartésiens ultérieurs, l'idée, par lequel un être est saisi en soi. Ce livre contient le traitement des universaux et des catégories prédicamentales, qui sont aussi les matières de l'Isagoge de Porphyre et des catégories d'Aristote. La deuxième opération de l'esprit est le jugement, par lequel deux concepts sont liés dans une proposition ou dans un jugement. La théorie des propositions correspond pour l'essentiel au sujet traditionnellement traité dans le commentaire de l'interprétation et les secondes analytiques. Enfin, la troisième opération de l'esprit est le raisonnement, par lequel deux propositions ou deux jugements sont placés sous une forme syllogistique pour générer une troisième proposition. Autrement dit, ce troisième livre traite de la théorie des syllogismes, qui est traditionnellement, bien sûr, traitée dans les commentaires sur les premiers analytiques. Le troisième livre contient aussi les syllogismes topiques et les raisonnements sophistiques, qui sont traditionnellement traités dans les commentaires sur les topiques et les réfutations sophistiques d'Aristote. Même si ce type de structuration d'un cours de logique semble en grande partie esthétique, il constitue le fondement des changements plus approfondis. Nous commençons à voir la structure de Stach dans les cahiers d'étudiants au début des années 1650, et en 1670, ils ont entièrement remplacé la structure traditionnelle. D'autres manuels commencent également à utiliser cette structure, par exemple les deux manuels cartésiens que j'ai sélectionnés. La logique de Port-Royal est certainement le manuel cartésien le plus influent de la logique européenne. Cet ouvrage a connu des dizaines de réimpressions à travers l'Europe. Il est dès lors étrange que l'on n'en trouve que 2 exemplaires dans les bibliothèques de Louvain. Même ainsi, il existe plusieurs titres que je ne pouvais pas identifier dans l'inventaire, et ce manuel est généralement mentionné sous plusieurs titres différents, l'art de penser, logique d'Arnaud, etc., etc., dont la plupart sont suffisamment vagues et généraux pour qu'il soit souvent difficile de l'identifier dans de pareils inventaires ou catalogues. En tout cas, la logique de Port-Royal suit également la structure établie par Eustache, selon les opérations de l'esprit. Mais il ajoute un 4e livre. Ce 4e livre traite de la méthode, un sujet très cher à tout le mouvement cartésien. La méthode est la voie selon laquelle il faut faire des progrès en sciences. La théorie exposée ici est d'ailleurs très évocatrice du discours de Descartes. La similitude la plus frappante entre la logique et les cahiers d'étudiants ne réside cependant pas dans sa structure générale ni dans ses perspectives doctrinales. Elle réside dans quelques chapitres placés à la fin du premier livre, chapitres 9 jusqu'à 12, que l'on ne trouve que dans très peu d'autres manuels de notre inventaire. Ces 30 pages traitent de la clarté et de l'obscurité des idées, un concept épistémologique qui n'est pas vraiment propre aux cartésiens, mais qui occupe quand même une place très importante dans l'épistémologie cartésienne. Ce concept nous permet de discerner entre une connaissance certaine et incertaine, et il nous aide à diviser clairement ce qui est confus dans notre esprit de ce qui est clair, indubitable et certain. En effet, à partir des années 1670, nous voyons apparaître un chapitre très similaire dans les cahiers d'étudiants de Louvain, traitant de questions telles que la clarté des idées, les causes d'erreur et de jugement, la différence entre connaissances scientifiques, opinion et foi, etc. Ces chapitres, tout en ressemblant à la logique de Port-Royal dans leur langage, leur terminologie et leurs idées, ne sont cependant pas placés au même endroit. Arnaud les met à la fin de son livre sur les idées, alors que nos professeurs les mettent en général dans le livre sur le jugement, qui était le 2e livre et non pas le premier. Nous reviendrons sur cette question dans quelques instants, lorsque nous examinerons le prochain manuel. Considérant le problème de la modalité, dont j'ai parlé plus tôt, quand je traitais de Suarez, je peux être très bref ici. Arnaud redéfinit tous les accidents comme des modes. Je cite ici le 2e chapitre du premier livre. J'appelle chose ce que l'on conçoit comme Recommençons. J'appelle chose ce que l'on conçoit
comme subsistant par soi-même et comme le sujet de tout ce que l'on y conçoit. C'est ce que l'on appelle autrement substance. J'appelle manière de chose, ou mode, ou attribut, ou qualité, ce qui, étant conçu dans la chose et comme ne pouvant subsister sans elle, la détermine à être d'une certaine façon et la fait nommer telle. C'est une approche complètement différente de ce que nous observons dans nos cahiers d'étudiants. Comme je l'ai dit plus tôt, nos professeurs de Louvain redéfinissent généralement le mode comme un sous-ensemble spécifique des accidents, une véritable ontologie cartésienne où toute entité non substantielle est réduite à une modification est sans doute trop radicale pour entrer dans l'enseignement de la logique à Louvain. Notre dernier manuel français est le Cours entier de philosophie de Pierre-Sylvain Régis. Cet ouvrage, en particulier le livre sur la logique, est très court et compact. L'ensemble de la logique n'occupe que 66 pages, tandis que l'ouvrage d'Arnaud en contient plus de 400 selon l'édition. Le cours de Régis se lit presque comme un abrégé de la logique de Port-Royal. Il y a très peu de différences doctrinales ou structurelles entre les deux manuels, sauf par de petits détails. Cependant, un de ces détails nous intéresse. Les chapitres sur l'épistémologie qu'on vient d'examiner dans Arnaud réapparaissent en forme abrégée dans l'ouvrage de Régis. Ici, ils ne se trouvent pas à la fin du premier livre sur les idées, mais plutôt dans le livre sur les jugements, ce qui est exactement le même endroit où nous les trouverions dans les cahiers d'étudiants. Quand on prend en outre en considération qu'il y a 5 copies de Régis dans l'inventaire des bibliothèques, une pour chaque pédagogie, une pédagogie en ayant même 2 copies, alors qu'il n'y a que 2 pédagogies qui possèdent un exemplaire de la logique de Port-Royal, il devient convaincant que l'ouvrage de Régis aurait pu être lu et utilisé comme base pour les cours plutôt que la logique de Port-Royal. Si l'on ajoute le fait que l'ouvrage de Régis est beaucoup plus court et plus facile à utiliser, il n'est pas difficile de voir qu'il se qualifie beaucoup mieux comme une source primaire pour les professeurs de l'Université de Louvain. Passons à la tradition locale des auteurs des Pays-Bas, où il existe un manuel qui mérite le plus notre attention. Le manuel le plus important qui réapparaît plusieurs fois dans notre inventaire est l'Integer Cursus Philosophicus de Guillaume van Zichen. Il y a un autre manuel de Guillaume Philippi qui réapparaît également quelques fois, mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de démontrer pourquoi il est peu probable que ce manuel ait jamais été largement utilisé. Au premier regard sur le manuel de van Zichen, il est clair que ce manuel a été écrit dans une tradition différente de celle des manuels français que nous avons examinés. Son manuel est divisé en divers tractatus ou traités, traitant de sujets qui, de nouveau, sont pour la plupart les mêmes que dans le curriculum traditionnel. Cependant, Van Zichen ne fait pas directement référence à l'organon d'Aristote, et sa terminologie est différente des manuels français, correspondant ainsi plus étroitement à la tradition logique néerlandaise. Il semble se concentrer davantage sur la composante verbale de la logique que sur sa composante métaphysique, du moins dans sa terminologie. Par exemple, il parle de mots, verba, plutôt que de concepts ou d'idées. Il parle d'énunciationes plutôt que de jugements. Malgré tout cela, le contenu de ces chapitres correspond assez étroitement au programme de Louvain tel que nous le trouvons dans les cahiers d'étudiants. Van Zichen traite de la modalité d'une manière encore différente. Il ne parle pas vraiment des modes en tant que tels, mais seulement de quelque chose qu'il appelle un mode pur, sans expliquer ce qui les différencie d'un mode ordinaire. Il a écrit ce qui suit à ce sujet. Un mode pur, ici, ne signifie rien d'autre qu'une sorte d'entité fine, qui est tellement essentiellement fixée à son sujet qu'elle ne peut pas, même par la puissance absolue de Dieu, être placée en dehors de lui. Dans le reste du chapitre, que je ne pourrai pas entièrement parcourir ici, on apprend qu'il divise les accidents en général en 2 sous-divisions. Les accidents d'entité stricte, comme il les appelle d'une part, et les modes purs d'autre part. Le critère qui fait d'un accident un mode pur est le suivant. Un mode pur ne peut être en dehors de son sujet, même par la puissance absolue de Dieu. Cela permet d'avoir des accidents qui ne sont pas vraiment distincts de leur substance, qui ne sont pas réellement distincts de leur substance, sans nier pour ça l'explication théologique de l'Eucharistie où les accidents du pain et du vin périssent sur l'autel. Ce traitement est enfin presque mot à mot ce que nos cahiers d'étudiants disent sur la modalité, y compris l'utilisation énigmatique du terme mode pur, sans expliquer pourquoi ce terme est utilisé, ou ce que pourrait être un mode impur,
et y compris aussi l'exemple de l'Eucharistie. Il est difficile d'établir si cette ressemblance est due à un usage intensif de Van Zichen, cependant, puisque ce traitement dans les cahiers a commencé environ 40 ans avant la publication du manuel de Van Zichen. Il me semble plus probable que Van Zichen ait intégré les pratiques d'enseignement local et les doctrines communes dans son propre manuel plutôt que l'inverse. Cela ne signifie pas que son manuel n'a pas été utilisé, mais l'argument en faveur de cette hypothèse est différent. Quelques années après la publication du manuel de Van Zichen, nous observons que la terminologie utilisée dans l'enseignement de logique à Louvain évolue vers les verba et les enunciationes de Van Zichen plutôt que vers les ideae et les judicia de la tradition française. Pour conclure, j'ai tenté de donner un bref aperçu des manuels les plus importants de Louvain au XVIIe siècle. Il est évidemment impossible d'approfondir encore ce sujet dans le temps limité dont nous disposons. Néanmoins, j'espère avoir démontré que, bien que les professeurs aient été très souvent recrutés localement, il y a très peu d'Allemands, de Français, d'Espagnols, d'Anglais, etc., qui enseignent la logique à Louvain au XVIIe siècle, que l'étude de leur manuel prouve que ces professeurs locaux étaient très en contact avec les développements des intellectuels d'un réseau européen plus large. Les traditions espagnoles et françaises étaient particulièrement fortes à Louvain, et les manuels français reçurent une intégration étonnamment rapide dans le programme d'études à Louvain. Même ainsi, il y a de vrais aspects originaux dans l'enseignement logique de Louvain, et ce n'est que vers la fin du XVIIe siècle que ces doctrines originales seront codifiées dans les manuels locaux. Merci pour votre attention.